Merci, bonjour à tous. Alors, c'est forcément un peu intimidant pour un chercheur de se retrouver dans ce contexte. C'est à la fois un grand plaisir de vous voir aussi nombreux. C'est assez rare à l'université de parler devant autant de gens. Et à la fois, ça suppose de parler autrement, de parler d'autres choses aussi. Et c'est particulièrement vrai pour un historien comme moi. Les historiens sont souvent réticents à l'idée de parler d'actualité. C'est pas notre domaine, on travaille sur le passé et on est toujours un petit peu inquiet à l'idée qu'on essaie de tirer les leçons du passé parce que l'histoire se répète pas, je crois. Enfin, c'est une conviction personnelle, mais l'idée que écouter une conférence d'histoire va permettre d'anticiper l'avenir m'apparaît comme une idée généralement assez fausse. Et l'instrumentalisation qu'on peut faire des années 30, des années 1870 pour telle ou telle polémique, pour appuyer tel ou tel propos sur l'actualité est une chose dont on se méfie assez profondément en histoire. Et donc, je me prête à l'exercice, parce que je ne vais pas vous parler seulement du 19e siècle, qui est mon siècle de prédilection, mais je m'y prête après avoir fait attention à prendre cette précaution. Alors, cette conférence, j'ai voulu la commencer en projetant cette image que vous avez en double, mais qui est donc un tableau qui date du 19e siècle, une époque déjà d'importantes migrations, des migrations différentes de celles d'aujourd'hui. Je vais revenir sur ce que la comparaison peut nous apporter, mais d'un moment où de nombreux Européens, en particulier, ont dû traverser les frontières pour échapper à une persécution politique au moment du printemps des peuples de 1848, au moment des guerres de 1870. Et donc on a un tableau qui représente assez bien, enfin qui s'appelle l'exilé, l'esulé en italien, qui date de 1860, donc juste le moment de l'unification de l'Italie, et sur lequel on voit donc un homme avec un vêtement relativement pauvre, une barbe mal taillée, un manteau râpé, et dans une espèce de position méditative qui en fait une espèce d'allégorie de ce que c'est que l'exil à ce moment-là, une allégorie qui garde une certaine actualité à mon sens. Et si j'aime bien ce tableau, c'est parce qu'il a une histoire ironique qui nous montre un petit peu la complexité et la diversité des migrations. Son auteur, en effet, qui n'est pas très connu, Antonio Ciseli, a est précurseur d'une autre forme d'exil, puisque donc il est né en Italie, il a vécu en Italie, il y vivait encore en 1860, et puis il est parti s'installer en Suisse pour des raisons fiscales, parce que à ce moment-là, en Italie, venait d'être mise en place une taxe spécifique sur les artistes peintres, et donc c'est pour fuir l'impôt qu'il est parti s'installer en Suisse. Et donc, bon, évidemment, c'est drôle parce qu'on a les deux extrêmes de type de migration. L'une, celle qui est représentée, qui correspond à l'exil forcé de quelqu'un qui se retrouve dans un extrême dénuement à cause de ses engagements politiques. Et puis une autre, en arrière-scène, en quelque sorte, l'auteur de ce tableau qui, lui, s'exile pour des raisons fiscales. Et je dis ça pour dire une chose plus importante dès le départ, c'est que chaque époque a son personnage un petit peu topique du migrant. À cette époque-là, c'est donc un homme manifestement présent, exilé pour des raisons politiques. Aujourd'hui, l'image qu'on a, c'est un Africain plutôt jeune sur un bateau traversant la Méditerranée. Toutes ces images disent quelque chose de leur époque, mais elles n'empêchent pas le fait que les migrations gardent une grande diversité tout au long de ces différentes périodes. Il y a déjà au XIXe siècle des migrants économiques qui quittent un pays parce qu'ils n'y trouvent pas de travail pour aller s'installer dans un autre où ils espèrent en trouver. Et il y a encore aujourd'hui des migrations multiples. La traversée de la Méditerranée, c'est quelque chose d'extrêmement minoritaire dans les migrations à destination de l'Europe. Or, c'est cette image-là que chacun a en tête, et il faut peut-être, pour relativiser un petit peu, c'est un des travaux des historiens, en mettant un peu de temps long, de s'apercevoir que ce qui apparaît parfois comme complètement nouveau l'est moins que ce qu'on pourrait imaginer, et pour sortir un petit peu de l'image d'Épinal que construit une époque. La deuxième chose que je voudrais dire en introduction de mon propos, c'est partir d'un constat qui se situe vraiment dans la droite ligne de ce qu'a dit Clément en introduction. C'est la difficulté qu'il y a à parler des migrations de manière
savante, scientifique, je ne sais pas si le terme est très adapté, mais enfin en tout cas universitaire, avec une parole de chercheur, et la difficulté qu'il y a de se faire entendre dans le débat public lorsqu'on travaille sur ces questions. C'est toujours un problème pour les chercheurs de se faire entendre, mais si vous prenez d'autres grandes questions de l'actualité qui sont au cœur des problématiques contemporaines, comme la question du changement climatique, vous avez certes dans le champ politique en France et dans le monde des gens assez nombreux qui contestent le travail des scientifiques, qui l'écartent d'un revers de main, qui ne le prennent pas au sérieux. Mais enfin, vous avez quand même aussi des regroupements de scientifiques comme le GIEC qui arrivent à se faire entendre. Qui se font contester, mais qui se font entendre, qui ont voix au chapitre, qu'on entend dans les médias, et qui sont pris au sérieux par toute une partie du champ politique. Dans le domaine des migrations, mon sentiment, peut-être vous ne le partagerez pas, il y a toujours un effet de perspective, mais malgré tout, mon sentiment, c'est qu'on entend très peu les chercheurs. On a énormément de mal à les entendre, que ce soit d'un côté ou de l'autre du champ politique. On a tendance à les disqualifier, ou en tout cas à résumer le débat sur l'immigration à une opposition un peu stérile entre le pragmatisme d'un côté, l'angélisme de l'autre, l'humanitaire d'un côté, je trouve pas d'autre terme que le pragmatisme pour le redire, mais vous voyez un petit peu que le débat se situe vraiment dans un domaine, à une échelle souvent très idéologique. Et encore une fois, je n'accuse aucun camp politique particulièrement. J'ai le sentiment qu'il y a assez peu de place pour les faits. Pour la mesure des migrations, pour leur restitution dans un temps plus long. Et c'est pour ça que je suis aussi content de vous voir aussi nombreux pour essayer très modestement, avec un point de vue d'historien, de montrer ce que on fait quand on travaille sur les migrations, et en particulier donc dans... alors je reviendrai au plan après, je suis désolé, je me perds un petit peu dans le déroulé de mon exposé, mais en particulier dans l'institut que je représente, et dont je vais juste dire un tout petit mot, parce que c'est exactement son objectif, qui est l'Institut Convergence Migration, qui est donc un nouvel institut, il n'a qu'un an d'existence, qui a été fondé par François Héran, que vous voyez sur le tableau, qui est professeur au Collège de France et qui a obtenu donc une chaire dite Migration et Société au Collège de France, ce qui est déjà un beau résultat pour les études migratoires, et qui a donc fondé cet institut qui regroupe entre 400 et 500 chercheurs des différentes sciences humaines, démographiques, sociologiques, historiques, travaillant sur les migrations avec comme objectif à la fois de décloisonner un petit peu les recherches, justement, de permettre aux historiens de parler à des sociologues pour s'apercevoir que quand même l'actualité et l'histoire peuvent dialoguer, et puis qui a pour objectif aussi de faire connaître ces résultats et de les transmettre au public le plus large possible. Et puisque j'ai la chance de travailler pour cet institut depuis maintenant un peu plus d'un an, j'ai plaisir à me prêter à cet exercice, dont je vous redis malgré tout qu'il est un petit peu nouveau pour moi. Alors, je commence pour expliquer ça par une citation de François Héran, pour me situer vraiment dans la droite ligne de son travail, qui vient de sa leçon inaugurale au Collège de France et qui résume un petit peu ce que j'ai dit. J'allais avec vous. Le débat sur l'immigration gagnera en maturité si nous refusons la logique binaire du pour ou contre, de la bien-pensance versus le politiquement incorrect, de l'angélisme face au principe de réalité et autres tenailles rhétoriques qui tuent le débat au lieu de l'animer. Donc voilà, vous comprendrez que l'objectif principal à la fois de l'Institut des migrations et le mien aujourd'hui est certainement pas d'arriver à des conclusions fermes et définitives sur les migrations, c'est bien ou c'est pas bien, c'est de partir du principe qu'elles existent. Et que le fait de les comprendre, les connaître, les mesurer sont un moyen nécessaire pour être capable de éventuellement les contrôler, les ouvrir. Chacun ensuite peut placer le curseur comme il veut, mais à partir d'un certain nombre d'éléments factuels qui sont mesurés de cette manière. Alors ces éléments factuels, j'en donne quelques exemples, je vous synthétise en quelque sorte ce qui m'apparaît comme les résultats essentiels de ce travail qui a pu être mené. Le premier, c'est comment mesurer
la question de l'accueil, de l'hospitalité des différents pays européens ou du monde à l'égard des migrants. Vous savez qu'il y a un grand débat pour savoir si la France est trop généreuse, pas assez généreuse. Encore une fois, la notion de générosité paraît assez peu adaptée pour les chercheurs que nous sommes. Il s'agit plutôt d'essayer de trouver des éléments de mesure qui permettent de comparer. Parce que chaque pays a tendance à adapter la façon de mesurer les flux migratoires à ce qui sert un discours politique. Et ce dont on a besoin, c'est d'objectiver un petit peu ces résultats. Et donc ça, c'est un travail que François Héran, qui est démographe à l'origine, a essayé de mener en essayant de trouver un instrument de mesure adapté pour comprendre comment la France, par exemple, ou d'autres pays européens, se situaient dans une échelle de l'accueil qui soit pertinente. Et donc, ça consiste non pas à simplement mesurer des flux, c'est-à-dire à dire il y a tant de dizaines de milliers de migrants qui sont arrivés par la frontière italienne ou par la Méditerranée en France telle année. Ça consiste à essayer de rapporter ça, c'est le travail des démographes, de rapporter ça à des ensembles qui soient significatifs. Et donc, ça consiste simplement, non pas à prendre les flux tels quels, mais à les rapporter à la fois à la taille d'un pays, à la taille. Alors, on peut les rapporter soit à la surface, soit à la population. Il a choisi la population, et d'autre part à la richesse. Donc, en divisant en quelque sorte les flux migratoires par le nombre d'habitants et par le PIB par habitant des différents pays. Et donc, ça permet d'arriver à cette sorte de palmarès que vous avez là de l'accueil des migrants depuis la crise de 2015 en Europe. Et donc vous voyez où se situe la France. Elle se situe juste en dessous de la moyenne européenne et très loin évidemment de pays comme la Suède, l'Allemagne, donc la Suède évidemment on la place pas forcément aussi haut dans la hiérarchie des pays accueillants, mais si on rapporte ça à sa richesse et à sa population, vous voyez que c'est de loin le pays le plus accueillant à l'égard des migrants, et que la France se situe plutôt dans une basse moyenne. Vous voyez aussi l'Italie, par exemple. On a beaucoup parlé du fait que l'Italie, à cause du règlement de Dublin, était une des premières destinations où arrivaient les migrants de Méditerranée, et que du coup ça faisait peser sur eux le poids de l'ensemble de la migration transméditerranéenne. En réalité, si on rapporte le nombre de migrants effectivement accueillis en Italie à la population et la richesse de l'Italie, vous voyez qu'ils ne sont pas plus accueillants que la France. Donc bon, voilà un premier type de résultat auquel on parvient, qui me paraît tout à fait parlant et qui fait partie des choses que moi j'ai retenues de cette rencontre avec François Héran. La deuxième chose importante, et celle-là je l'ai un petit peu mentionné dès l'introduction, c'est la question de la géographie des migrations à l'échelle mondiale. Si on essaie là aussi de mesurer, d'amalgamer volontairement toutes les formes de migration qui peuvent exister à l'échelle du monde, on mesure quand même combien la focalisation sur les traversées de la Méditerranée est trompeuse. Les migrations dans le monde sont d'abord interrégionales, enfin intra-régionales, pardon. Donc elles se situent, par exemple, en Europe. Les migrations à l'intérieur de l'Europe représentent 42 millions de personnes contre 10 millions seulement de l'Afrique vers l'Europe. Donc ça ne veut pas dire évidemment que 10 millions ne soit pas un chiffre important, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des questions spécifiques à relier à la migration méditerranéenne par rapport à la migration intra-européenne, mais ça veut dire que évidemment il faut quand même situer les traversées de migrants de la Méditerranée dans cet ensemble de mobilité d'un monde qui est en mouvement, qui a toujours été en mouvement. Les migrations, il y en avait bien avant 2015. Et la crise de 2015, elle n'a pas tellement changé l'effet de cette carte. Elle a effectivement changé la représentation qu'on a des traversées de la Méditerranée. Elle a des effets qu'il ne s'agit pas de relativiser complètement, mais elle n'a pas changé la carte du monde des migrations. Dernier élément introductif en quelque sorte, en tout cas de réflexion sur les termes qu'on utilise. Vous savez, vous avez vu, j'imagine, combien au moment où, à partir de 2015, les migrations sont devenues un enjeu majeur de société, de débat médiatique, il y a eu une espèce de flottement sur l'utilisation du vocabulaire à utiliser pour désigner ces migrants.
Et c'est toujours révélateur, le vocabulaire, c'est toujours une question politique. On est arrivé à cette utilisation du terme migrant. Je vais vous montrer un petit peu, là c'est le côté généalogiste de l'historien, comment on en est arrivé à ce terme et quelles sont les limites de ce terme, parce qu'il en a malgré tout. Alors si je remonte un petit peu dans le temps, au 19e siècle et même avant, on utilisait beaucoup le terme exilé, et une partie au moins du champ politique aujourd'hui, situé plutôt à gauche de l'échiquier politique, cherche parfois à revenir à ce terme pour désigner les migrants, pour rappeler tout simplement que la migration d'Afrique subsaharienne ou de Syrie est une migration contrainte et qu'elle résulte d'une espèce d'arrachement. La notion d'exil fait mieux ressortir sans doute la notion d'arrachement que celle de migrant qui paraît plus descriptive. Le problème de cette notion d'exilé, malgré tout, c'est qu'elle a une histoire qui fait qu'on est un peu mal à l'aise pour l'utiliser comme ça, parce qu'elle renvoie quand même à une tradition qui remonte à l'Empire romain, en réalité, qui est celle d'une décision politique frappant un opposant politique ou un condamné de droit commun qui le condamne à s'exiler, c'est-à-dire à quitter sa patrie. Donc, ne serait-ce que parce que c'est une formule passive, il y a l'idée qu'il y a un acteur derrière qui a choisi à la place de la personne de l'exiler. Et évidemment, ça c'est une chose qui a disparu il y a très longtemps. Ça existait très marginalement dans l'Empire romain. Ça existait un peu moins marginalement dans les communes italiennes au Moyen-Âge, mais déjà au XIXe siècle, c'est devenu rarissime. Le plus souvent, ceux qu'on appelle au XIXe siècle les exilés sont des gens qui ont fui pour échapper parfois à une condamnation, pour échapper à une persécution, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de justice d'exil. La décision de justice d'exil, c'est quelque chose qui a disparu du droit européen dès l'époque moderne. Donc du coup, on est un peu gêné à l'utilisation de ce terme, quand bien même il permet de mettre en avant l'arrachement que représente l'exil. La deuxième catégorie qu'on utilise aussi pas mal à gauche de l'échiquier politique, c'est celle de réfugiés. Là aussi, elle pose un problème, j'allais dire, un problème de droit. Le réfugié, ça a une définition juridique assez précise qui vient de la Convention de Genève de 1951 et qui en réalité a une définition du réfugié qui est assez restrictive. La Convention de Genève sur les réfugiés de 1951 considère comme réfugié quelqu'un qui est contraint à fuir son pays pour échapper à une persécution politique en raison de ses opinions politiques, de ses orientations sexuelles, de ses choix religieux, mais ça se limite à ce type de persécution. Or, on sait bien, évidemment, qu'on peut fuir son pays pour bien d'autres raisons que pour échapper à une persécution. Par exemple, si on s'en tient à cette définition stricte de la Convention de Genève pour comprendre ce que sont les réfugiés, la notion de réfugié de guerre n'a pas grand sens. Réfugié de guerre, qu'est-ce que c'est un réfugié de guerre? C'est quelqu'un qui est parti pour fuir la guerre. C'est pas quelqu'un, forcément, qui est parti pour fuir une persécution. Or, au sens de la Convention de Genève, on est réfugié, on ne peut prétendre au statut de réfugié au terme de la Convention de Genève que si on est menacé en raison de son orientation sexuelle, religieuse. Et donc du coup, ça provoque une espèce de confusion qui fait qu'on peut parfaitement, pour des raisons très légitimes, demander à être accueilli dans un pays et à fuir le sien, sans demander à être considéré comme un réfugié au sens de la Convention de Genève. Donc là aussi, c'est un terme qui pose des problèmes et que du coup, on évite d'utiliser. Enfin, on peut l'utiliser, mais il faut faire attention à bien savoir si on l'utilise au sens général, de dire un réfugié, c'est quelqu'un qui pour de bonnes raisons doit s'éloigner de chez lui, ou bien si on réclame à la justice de reconnaître ce statut à une personne. Même problème avec la notion de demandeur d'asile. Là aussi, le demandeur d'asile, ça a été très utilisé dans les années 80-90. Mais l'asile, c'est aussi quelque chose qui correspond à un droit souverain, un droit défini par le droit français qui permet, selon certains critères, qui ne sont pas les mêmes que ceux de Genève, de demander à obtenir l'asile. Mais définir tous les migrants qui traversent la Méditerranée comme des demandeurs d'asile, c'est réducteur parce qu'il y en a plein qui ne demandent pas l'asile. Il y en a plein qui demandent simplement à avoir le droit de séjourner, qui demandent à avoir le droit de travailler, qui demandent à avoir le droit de rejoindre leur famille. Il y a plein de raisons de venir s'installer en France ou en Europe qui ne relèvent pas du droit d'asile. Donc du coup, là, on a encore une catégorie qui est partielle ou souvent mal utilisée.
J'en ajoute une que j'ai pas mise sur la présentation, mais qui pose aussi des problèmes, alors qu'elle était très utilisée dans les années 80. C'est la notion de sans-papier. Alors la notion de sans-papier, elle est intéressante et problématique aussi. Il y a un livre récent de Françoise Fogel qui s'appelle Parenté sans papier, qui montre de manière très intéressante et très ironique en tout cas, que les sans-papiers sont certainement les gens qui ont le plus de papiers au monde. Il suffit d'aller devant une préfecture, regarder les queues de gens qui sont sans papiers et qui viennent demander une régularisation. Ils ont des dossiers de papier qu'on n'a jamais sur soi. Et la plupart des gens qui sont ici, qui ne sont pas confrontés au contrôle aux faciès, à des problèmes comme ça, savent très bien que il n'y a pas plus sans papier qu'un bon Français avec une tête. Il n'y a pas besoin d'avoir ses papiers sur soi quand on est quand on correspond au phénotype du bon français. Donc, parler de sans-papiers pour des gens pour qui les papiers sont le quotidien, qui se trouvent obligés d'accumuler des papiers pendant 10 ans pour prouver leur présence sur place, pour obtenir finalement une régularisation, c'est une appellation qui pose problème et qui du coup n'est plus guère utilisée ni par les chercheurs et qui bizarrement a un peu disparu du débat public. Alors elle a disparu du débat public au bénéfice de quoi une première chose que, en tout cas, de ma génération, on nous apprenait beaucoup au collège et au lycée, de ce diptyque qui est l'immigré, l'émigré, immigration, émigration. On connaissait ça, la distinction entre l'émigration qui consiste à partir, qui consiste à adopter le point de vue du pays de départ, et l'immigration qui consiste à adopter le point de vue du pays d'arrivée. Donc évidemment, c'est la même chose. L'immigration et l'émigration, ça dépend juste où on se place. Si on se place en Afrique, l'émigration ça va vers l'Europe. Si on se place en Europe, l'émigration va peut-être, ce sera la fuite des cerveaux vers les États-Unis, des choses comme ça. Et l'immigration viendra plutôt du reste de l'Europe ou d'Afrique. Alors, ça aussi, c'est une catégorie dans les années 80 qui fonctionnait très bien, qu'on utilisait énormément. C'est d'ailleurs comme ça que les sciences humaines sont venues à la question de l'immigration, par la sociologie de l'immigration, l'histoire de l'immigration. Le problème de cette catégorie, alors un point quand même, juste sur la notion d'immigré, elle a là aussi une définition démographique qu'il est intéressant d'avoir en tête parce que c'est un mot qu'on utilise très mal. Un immigré au sens des conventions internationales, c'est quelqu'un qui est né étranger dans un pays étranger. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en particulier, et ça c'est une chose que beaucoup de gens qui veulent défendre les immigrés ne mesurent pas, ça veut dire qu'on peut parfaitement être naturalisé et immigré. Le fait on peut être français et immigré. Il y a pas de contradiction là-dedans. Il suffit d'être né étranger dans un pays étranger. On peut être venu en France ensuite, avoir obtenu une régularisation, être français de droit sans aucun problème. En termes de droit, ça change rien. En termes démographiques, on ne cesse pas d'être immigré parce qu'on est naturalisé. Mais oui, mais pourquoi malgré tout abandonner ce terme ? Bon, d'abord toujours parce qu'il y a un peu une ambiguïté entre l'usage savant qu'on en a et puis l'usage politique. D'autre part aussi, il faut quand même reconnaître que l'utilisation, pour pas dire le matraquage, de l'immigration comme problème par la partie la plus à droite de l'échiquier politique a un peu démonétisé le terme et a fait que, alors que c'était un terme descriptif, il est devenu un petit peu situé politiquement. Mais surtout, je pense que le vrai problème de ce diptyque immigration-émigration, c'est qu'il donne l'impression que les parcours de migration sont des parcours simples. C'est-à-dire qu'il y a un pays de départ, un pays d'arrivée, et puis il y a une route droite qui va de l'un à l'autre. Donc on émigre d'un pays, on immigre dans l'autre, et puis tout est simple. Mais prenez les migrants qui s'accumulent à Calais, par exemple. Leur trajectoire est beaucoup trop complexe pour rentrer dans ce diptyque. Ils sont à la fois immigrés parce qu'ils viennent d'ailleurs, mais à la fois ils ont vocation à partir puisqu'ils voudraient bien aller en Angleterre. Donc ils sont dans une espèce d'entre-deux qui fait que décider si c'est des immigrés, des émigrés, c'est des catégories qui fonctionnent pas bien. Donc je pense que ça explique en bonne partie pourquoi là aussi c'est des termes qu'on a un petit peu renoncé à utiliser parce qu'ils décrivent pas bien la complexité des trajectoires migratoires que sont celles d'aujourd'hui. Le dernier problème de ces catégories, c'est l'utilisation. Donc j'ai montré comment le préfixe imi pose problème. Le suffixe aussi pose problème. L'utilisation d'un participe passé, immigré, pose un problème parce que ça veut dire que on a affaire à un processus qui est terminé. Un immigré, c'est quelqu'un qui a migré et puis qui est arrivé quelque part. Or, encore une fois, on a
dans beaucoup de cas, des trajectoires qui sont prises à leur milieu. On a dans les gens qui migrent vers l'Europe des tas de gens qui ne sont pas arrivés, donc qui sont dans un processus encore en cours. Donc l'utilisation d'un participe passé pose un problème que on a essayé de résoudre en arrivant donc à cette catégorie de migrants, qui est celle qu'on utilise le plus aujourd'hui, qui s'est imposée dans les médias et qui a cet avantage de pas considérer le processus comme fini. Mais en réalité, ça pose le problème inverse, c'est-à-dire que là, on a un gérondif, un participe présent, une action en train de se faire. Un migrant, c'est quelqu'un qui est en train de migrer, mais du coup, ça fige un petit peu les populations dont on parle dans une mobilité qui, pour eux, peut, pour le coup, être terminée. Donc, la vraie question qui se pose dans l'utilisation, dans le passage de l'immigré au migrant, c'est à quel moment le migrant devient migré, à quel moment la migration est terminée. Et du coup, là, on est perdu parce qu'évidemment, c'est très compliqué. Y a plein de manières de, quand on suit une trajectoire migratoire, de considérer que elle arrive à son terme. Alors, ça peut être effectivement la naturalisation, certainement l'étape la plus décisive et la plus celle qui paraît la plus sans retour dans la trajectoire migratoire. Mais ça peut arriver bien avant. Ça peut être l'obtention d'un titre de séjour pour les migrants irréguliers. Déjà, lorsqu'on devient régulier, qu'on a un titre de séjour, on peut considérer que la migration est en train de s'arrêter. Ça peut être encore avant, c'est-à-dire on peut considérer que le temps de la migration, c'est simplement le temps de la traversée, et puis qu'une fois qu'on est arrivé, on est immigré, qu'on soit ou non régularisé, et que c'est pas à une décision administrative de choisir si on est encore en cours de migration, puisqu'on est arrivé quelque part, on est déjà migré. Bref, vous voyez que j'adopte par facilité, parce qu'une fois qu'on a dit qu'aucun mot convient, il faut bien parler. Donc j'adopte le terme qui s'est imposé et qui a quand même beaucoup d'avantages, celui de migrant, qui a l'avantage d'être très descriptif, d'être assez peu encore connoté en termes de jugement de valeur, même si, et ça aussi c'est un peu ironique quand même, mais ça vient de l'anglais migrant, ça vient de migrants, qui était déjà une utilisation, enfin un choix par les anglo-saxons de renoncer au terme immigrants, qui posait un petit peu le même type de problème, et une volonté de revaloriser, de ne pas utiliser un terme dévalorisant pour désigner les migrants. Vous voyez que ce vocabulaire est sans cesse en mouvement, que quelque part, peu importe. Enfin, je veux dire, le but de tout ça, c'est pas que vous sortiez en disant je vais utiliser tel mot et pas tel autre. Le but, c'est de mesurer quand même que derrière chaque terme et les réflexions qu'on a sur ces termes, il y a de vrais enjeux sur la désignation d'une catégorie de la population. Et il y a souvent, malgré tout, des présupposés, soit méthodologiques, soit politiques. Alors, donc, d'un mot pour me resituer comme historien, parce que là, même si les termes exilés, réfugiés remontent facilement au XIXe siècle, essayons de voir ce qu'on peut faire comme historien pour essayer d'éclairer le contemporain. Alors, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est réintroduire un petit peu de temps long, c'est-à-dire de relativiser la nouveauté. On a vite fait, c'est très agaçant pour les historiens, mais je pense que chacun mesure combien l'utilisation du terme historique est galvaudée dans les médias. Il suffit de marquer un doublé en finale de Coupe du Monde pour être qualifié d'historique. Il y a une tendance à confondre de façon générale la notion d'inédit avec celle d'historique. Il suffit pas qu'une chose n'ait jamais eu lieu avant pour qu'elle soit historique. Et bien souvent, d'ailleurs, ce qu'on croit inédit, c'est simplement de l'ignorance. C'est-à-dire, on croit qu'une chose ne s'est jamais produite avant, on en déduit qu'elle est historique, et puis quand on fait de l'histoire, on s'aperçoit qu'elle se situe dans une temporalité beaucoup plus longue. Et c'est vraiment typiquement le cas des migrations. Il y a des vagues migratoires d'une ampleur bien supérieure à celle qu'on connaît depuis 2015, qui traversent l'histoire de l'Europe et même celle de la France sans remonter très très loin. Donc la première chose à faire quand on est historien, c'est de relativiser la nouveauté, en tout cas, mais le faire évidemment sans non plus totalement, parce que c'est une ritournelle aussi, c'est presque un fonds de commerce pour les historiens d'être là pour dire simplement vous croyez que c'est la première fois, mais en fait on a déjà vu ça avant. Donc il s'agit aussi malgré tout de mesurer les différences en comparant les flux migratoires, de regarder ce qu'il y a de différent, par exemple entre la crise de 2015 et la retirade des Espagnols
espagnole après la guerre d'Espagne, la guerre civile d'Espagne entre 1936 et 1938, comparer l'intensité des flux, mais aussi mesurer que c'est pas la même chose, évidemment, que c'est pas tout à fait les mêmes types de migration. Et donc, de façon générale, c'est cet objet important pour les historiens, qu'on compare avec l'actualité ou avec le passé, d'essayer de montrer qu'il y a toujours du neuf et qu'il y a toujours des choses qui sont pas si neuves que ça. Alors, je passe vite là-dessus justement pour en arriver à une première comparaison intéressante, c'est celle des migrations vers la France depuis le 19e siècle, qui est donc mon siècle favori. Et donc, bon, là, on voit assez bien sur ces 4 cartes qui comparent les pays d'origine de migrants arrivés en France à ces différentes époques. D'abord, que l'intensification n'est pas si forte que ça. C'est-à-dire, si vous regardez la taille des ronds, vous voyez que, grosso modo, il n'y a pas de différence quantitative si importante que ça. En revanche, qu'il y a effectivement une diversification géographique et un éloignement qui est un résultat de la mondialisation, entre autres. Donc très rapidement, pourquoi 1831 1831, c'est le lendemain des révolutions de 1830, qui sont un moment d'activité politique extrêmement intense, non seulement en France, on connaît les Trois Glorieuses en France, mais en réalité la plupart des pays d'Europe du Sud et du Centre connaissent en 1830, puis en 1848, des mouvements révolutionnaires qui circulent, qui se diffusent et qui provoquent des mouvements de population assez importants. Qui d'ailleurs, ces mouvements de population assez importants, contribuent à la diffusion du mouvement révolutionnaire. Il y a des révolutionnaires en France qui participent aux Trois Glorieuses, qui sont exilés politiques, qui se retrouvent en Italie, qui en Italie participent de nouveau au nom des mêmes idéaux à des mouvements politiques. Donc on a des circulations comme ça d'exilés politiques qui sont des facteurs de la diffusion de la révolution à ces périodes-là. Donc voilà, bon, je passe relativement vite ensuite sur les autres dates qui ont été choisies sur cette carte que j'ai pas, enfin qui est pas de moi, mais vous voyez que en gros, la nouveauté qui apparaît à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, c'est évidemment l'entrée dans l'élargissement des mouvements migratoires qui venaient surtout au XIXe siècle des mouvements politiques d'Europe du Sud et du Centre, qui au début du XXe siècle deviennent des migrations de travailleurs arrivant de l'Europe du Sud plus pauvre, du Portugal, d'Italie, etc., vers des migrations qui sont davantage liées à l'empire colonial français et donc au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne française. Et évidemment, on ne peut pas faire un exposé sur l'histoire des migrations vers la France sans insister sur l'importance du lien entre le processus de colonisation et celui de migration contemporaine. Ce lien, il n'est pas forcément à mettre sur le plan d'une espèce de devoir de réciproque, de devoir de réparation, comme on l'entend parfois. C'est pas forcément le sujet, ça peut l'être, mais le lien, il est organique, c'est-à-dire il y a dans l'entreprise coloniale française, il y a une volonté de diffuser un mode de fonctionnement du marché du travail, une langue évidemment, qui fait que même après la décolonisation et indépendamment du maintien de la France-Afrique, il y a une facilité pour les migrants, les habitants des ex-empires coloniaux de se diriger vers la France, dont ils parlent la langue, dont ils connaissent à peu près le système, etc. Donc évidemment, c'est intéressant de voir que la carte entre la fin de la période coloniale et aujourd'hui n'a pas tellement évolué. Précisément parce que les liens qui ont été tissés à ce moment-là étaient évidemment des liens de domination, mais c'est aussi des liens très divers qui résistent, qui persistent après le processus de décolonisation. Dernière chose sur les permanences, la permanence du rejet de l'étranger. C'est une chose toute bête, mais il faut quand même garder ça à l'esprit. Le racisme n'est pas une chose nouvelle. La xénophobie n'est pas une chose nouvelle. Donc vous voyez, là, j'ai illustré ça avec cette caricature parue dans un journal satirique américain à la fin du 19e siècle, qui s'appelait Puck, et qui montre donc un bateau de migrants avec la faucheuse en figure de proue, et qui arrive face
face à des Américains qui leur résistent. Sur Puck, vous avez ça vient du musée de l'immigration d'Ellis Island. Y a tout un tas de caricatures de ce type qui montrent que la peur que les migrants qui traversent la mer soient porteurs de maladies, de pauvreté, qui viennent prendre le travail des nationaux, etc., est une chose qui n'a pas attendu 2015. Alors je surveille l'heure pour pas. Donc je vais aller assez vite vers ce que je voulais vous dire sur la façon dont on travaille un petit peu sur les mécanismes de la migration, dont on essaie de comprendre comment la migration est toujours un phénomène beaucoup plus compliqué que les modèles qu'utilisent parfois les économistes, qui consistent à penser qu'on migre d'un pays où on vit moins bien vers un pays où on vit mieux, qu'on migre d'un endroit où les salaires sont moins élevés à un endroit où les salaires sont plus élevés, une espèce de mécanisme, j'allais dire de ruissellement, pour reprendre une métaphore qui a été beaucoup utilisée dans un contexte un petit peu différent, mais qui est assez familière des économistes. L'idée qu'on ruisselle du plus pauvre vers le plus riche, qu'on se dirige assez naturellement vers l'endroit où on sera le mieux accueilli, le mieux payé. C'est ce que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérard Collomb, avait appelé très inélégamment le benchmarking de la migration. C'était très inélégant, évidemment, parce que y a une espèce d'indécence à comparer le vacancier qui feuillette les destinations touristiques avec le migrant qui traverse la Méditerranée, qu'on imagine comparer les systèmes sociaux pour voir où il aura le RSA le plus élevé. C'est évidemment, y a une indécence dans cette formule. Mais à la fois, ce qu'elle a d'intéressant, c'est que elle nous permet de ne pas oublier que les migrants ne sont jamais uniquement des individus portés par les flots, par une espèce de nécessité de passer de l'endroit où ils sont pauvres à un endroit où, selon le sens du vent, ils seraient arrivés. Il y a malgré tout, de leur part, ce qu'on appelle un peu pompeusement une agentivité, une volonté en tout cas d'aller vers les destinations qui leur paraissent les plus accueillantes. Et du coup, c'est toujours intéressant de travailler de manière qualitative sur pourquoi ils veulent aller à tel endroit. Ils n'arrivent pas toujours là où ils veulent aller. Bien souvent, ils sont coincés avant, ils sont soumis à des forces externes. Mais il faut jamais complètement leur enlever leur volonté propre en analysant les flux externes auxquels ils sont confrontés. Et il faut donc se rappeler que quand on parle avec eux, ils sont toujours venus dans les pays où ils arrivent avec une représentation de ce qu'étaient les conditions dans lesquelles ils seraient accueillis. Une représentation qui souvent correspond pas à la réalité, évidemment, qui souvent s'accompagne quand même de déceptions assez fortes. C'est ce qu'on constate la plupart des sociologues des migrations qui font du travail de terrain auprès des migrants. En général, l'image qu'ils ont de l'Europe correspond pas exactement aux conditions dans lesquelles on les accueille. Mais cette image-là, elle est elle-même un des moteurs de la migration. Et donc ce moteur, il faut le mettre en regard effectivement la façon dont les acteurs étatiques interagissent avec ces migrants et ces forces. Selon, là aussi, j'ai repris une expression qui a eu un grand succès politique au moment de la campagne électorale présidentielle de 2007, la notion de migration choisie. La notion de migration choisie consiste donc à considérer que c'est au pays d'accueil, par ses choix politiques, de déterminer souverainement qui sont les migrants qui ont le droit au séjour, qui sont les migrants qui n'y ont pas droit. Et c'est une notion qui s'accompagne toujours, en tout cas au moment de 2007 c'était très net, qui s'accompagnait de son pendant qui était la migration subie. L'idée que les États pourraient souhaiter faire venir des migrants qui correspondent à des critères. Alors le plus souvent, ces critères correspondent à l'état du marché du travail. L'idée qu'on choisirait les migrants qui viennent pour travailler dans les secteurs où on a des besoins. Et d'un autre côté, toutes les migrations qui seraient le résultat de quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui est le droit d'asile, parce que le droit d'asile remonte plus haut que ce que le législateur français peut faire. Et que donc il y aurait un devoir de rééquilibrer
la part dans les migrations qui arrivent vers l'Europe, de ceux qu'on a choisis parce que l'économie en a besoin et de ceux qu'on a subis parce qu'ils sont le résultat de choses collatérales. Donc c'est une distinction, je vois que le temps passe, donc peut-être on peut en rediscuter. C'est une discussion qui pose évidemment beaucoup de problèmes. C'est-à-dire, personne ne dénie à l'État souverainement de pouvoir fixer les règles de sa politique migratoire. Et à la fois, passer de ce constat-là à mettre dans un même panier tous ceux qui relèvent d'autre chose que de ces choix économiques liés au marché du travail, c'est évidemment une opération intellectuelle qui est pas admissible d'un point de vue intellectuel. Je termine très rapidement par un point qui me tient à cœur, qui est la question de la migration familiale, parce que typiquement dans ces enjeux de la migration subie, il y a l'idée que le regroupement familial est l'espèce de repoussoir de la politique migratoire contemporaine et qu'elle est responsable de l'arrivée d'une migration subie beaucoup plus massive que ce qu'on voudrait. Alors sur ce point-là, je dois dire que c'est un problème qui remonte loin, là aussi, la question de la migration familiale. Et juste d'un mot, je voudrais expliquer comment le 19e siècle permet d'éclairer ça, parce que ça correspond vraiment au cœur des recherches que j'ai faites. Et je constate qu'au 19e siècle, l'idée qu'on migre en famille, le fait de migrer en famille est plutôt un avantage pour être accepté dans un pays. Parce que il y a plein de raisons à ça. La première est quand même d'ordre humanitaire, c'est-à-dire il y a l'idée qu'on ne doit pas séparer les familles, que donc du coup, si quelqu'un vient avec sa famille, il est accueilli d'autant plus volontiers. Il y a l'idée aussi, quand on a une famille, il est plus légitime d'avoir peur de la persécution, et que du coup, il est normal de demander à migrer. Quand un homme seul demande l'asile politique, on dit bon, il pourrait peut-être se débrouiller, alors que s'il est avec des enfants, on l'accueille d'autant plus volontiers. Donc au XIXe siècle, si on s'intéresse à la façon dont s'opère le tri administratif des migrants qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, le fait d'arriver avec une famille est un avantage. C'est un avantage qui s'est largement inversé depuis le XIXe siècle, sous l'effet de cette crainte de l'immigration subie, avec l'idée que tous ceux qui accompagneraient un travailleur dont on aurait besoin pour des raisons économiques viennent eux bénéficier des avantages sociaux sans travailler. Il y avait même eu cette tentative de décret de Raymond Barre dans les années 70 pour demander que quand un travailleur arrivait avec sa famille, la famille puisse être accueillie à la condition qu'elle renonce à chercher du travail. Avec l'idée que si on a un homme qui travaille dans la maçonnerie, par exemple, un secteur en tension, on a besoin de lui, donc on l'accueille. On ne peut pas le séparer de sa famille, donc on accepte la famille. Mais évidemment, si la femme, elle, fait un travail ou cherche un travail sur un marché qui est beaucoup moins en tension, elle risque de prendre le travail aux Français. Donc du coup, on exigeait que le regroupement familial soit conditionné à cette renonciation à travailler. Donc c'est un décret qui a été cassé par le Conseil d'État, un arrêt important de 1976, je crois, dit Registi, qui considère qu'évidemment ça pose beaucoup de problèmes juridiques d'imposer ce type de conditions à des travailleurs étrangers qu'on n'impose pas aux Français. Mais ça nous dit quelque chose de la façon dont la logique sur la migration familiale s'est inversée et sur cette crainte qu'on a sans cesse que la famille soit un instrument pour faire passer une migration dite subie. Et ce que je trouve intéressant là-dedans, enfin le paradoxe que je voudrais souligner en guise de conclusion, c'est que ce sont les mêmes qui expliquent que chaque enfant doit avoir un papa et une maman, et qui explique que on ne peut pas accepter qu'un travailleur fasse venir ses enfants une fois qu'il est en France.
Donc c'est intéressant parce que sur l'utilisation de la famille, ça nous dit quelque chose qui traverse du 19e siècle à aujourd'hui. L'unité familiale, elle a une place extrêmement importante dans l'imaginaire politique, dans le droit aussi de la citoyenneté. La famille, c'est l'unité de base de la vie politique en France depuis la Révolution française. À tel point que, pour une part, je m'éloigne un peu du sujet, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, donc je conclus là-dessus quand même. Pour une part, certains historiens considèrent que l'exclusion des femmes du suffrage universel jusqu'en 1944 résulte en bonne partie de la place de la famille dans la conception qu'on a de la citoyenneté. L'idée que l'unité de base de la République, c'est le foyer, c'est la famille, et que du coup, donner 2 votes à un même foyer, c'est soit redondant, puisqu'ils votent pareil, donc ça ne change rien, soit problématique, parce que s'ils ne sont pas d'accord, ça veut dire que la division de la vie politique traverse la famille, alors que la famille, c'est l'atome de la société. Donc imaginez que la division politique peut s'introduire, s'immiscer à l'intérieur du foyer, c'est imaginer quelque chose qui est inconcevable au XIXe siècle. Je dis ça parce que ça nous donne une idée de combien cette unité familiale, pour le coup, ça c'est vrai, il faut concéder ça, c'est un élément structurant de la vie politique, de l'organisation de la société française, qu'elle soit imaginée par les libéraux, les communistes. Il y a une vraie unanimité de l'organisation républicaine au XIXe siècle sur cette fonction structurante de la famille comme élément de base. Et du coup, ça explique pourquoi le XIXe siècle donne une telle importance à la migration familiale et accepte si facilement qu'on migre en famille. Ils voient ça comme un gage d'intégration, par exemple. Là aussi, il y a un paradoxe à exiger des gens qui s'intègrent et à leur dire, par contre, vous pourrez pas mettre vos enfants, enfin, vous pourrez pas ramener vos enfants, vous pourrez pas les mettre à l'école, alors qu'on sait ce que le fait d'avoir des enfants à l'école joue comme rôle dans l'intégration dans un tissu social. Donc, voilà, je termine là-dessus sur... vous voyez, j'ai essayé de me tenir à distance de la prise de position politique, mais je termine par quelque chose auquel je tiens et qui me paraît quand même résulter de ce que j'ai dit jusqu'ici. C'est il y a quelque chose qui m'échappe dans ce double discours sur la famille. Voilà, je m'arrête là.